Salut les amis, bienvenue dans Meet and Drink, le format d'interview de Meet and Drink qu'on lance cette semaine. Pour notre première interview, on est ravis d'accueillir Benjamin Cohen. Benjamin est l'animateur du Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Un podcast qui décrypte l'actu crypto en 5 à 10 minutes tous les jours. Avec lui, on revient sur FTX. Quel bilan retenir de ce cataclysme et comment préparer la suite dans l'univers crypto. Salut Benjamin, on est trop content de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour un premier épisode où c'est pas juste Devac et moi. D'abord, comment tu vas ? Ça va et vous les gars ? Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Ouais, ça va trop bien. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet parce qu'on est avec toi pour parler de l'écosystème crypto de manière un peu plus générale et donc de ce qui se passe avec FTX, etc. On peut dévier après sur des sujets un peu autres parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé depuis 2 semaines. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Du coup, j'aime bien commencer comme ça avec j'aime bien. C'est la première fois qu'on soit un invité, donc il n'y a pas vraiment d'habitude. Mais je trouve ça cool de savoir comment t'es rentré toi dans la crypto. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait ? Alors déjà, je suis honoré d'être votre premier invité les gars, ça me fait très plaisir. Nous aussi on est honoré d'avoir quelqu'un d'aussi influent chez nous. Et alors comment je suis rentré dans la crypto ? Bon, ça reste entre nous et ceux qui vont écouter le podcast, mais on est en 2013, moi je suis à Bordeaux en école et à l'époque le Bitcoin etc. ça ne servait pas pour la blockchain ni pour la tech, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais acheter quelque chose sur internet et pour ça il fallait acheter du bitcoin. Donc j'achète du bitcoin comme ça, on est à peut-être $80 le bitcoin ou un truc comme ça. J'achète pour 500 € avec un pote. Je ne reçois jamais la livraison. On ne me rembourse bien sûr jamais les bitcoins, donc j'oublie. Et on arrive en fin 2018, je retourne sur Coinbase et je vois que j'avais 12 000 €. Alors, c'est énorme. C'est-à-dire que pour moi, je venais de finir mes études. C'était incroyable. Donc, je me dis, bon, ok, l'été que je passe, cet été-là, 2018, il me coûte 12 000 € déjà, pour commencer. J'ai tout dépensé. Mais c'était un été incroyable. Donc, la fin de l'été arrive, moi j'ai plus 1 euro, c'est-à-dire l'argent que j'avais sur Coinbase que j'avais transformé en euros à la seconde, mais j'ai même pas payé mes taxes dessus, rien à foutre, j'ai dépensé. Et on arrive en septembre, j'ai plus un rond, je me dis putain il était bien cet été, tu sais quoi, je vais quand même regarder c'est quoi la crypto, etc. Donc je commence un petit peu, là je suis pas du tout full time, mais je commence à comprendre, d'essayer je me fais hacker quelquefois, blabla, pas hacker, mais je me fais scammer. D'accord. Déjà à l'époque. Je me fais scammer pour commencer plutôt que hacker. Et vaut mieux se faire scammer au début qu'après. Hein. Je me fais scammer quoi, j'avais peut-être 600 ou 700 balles, plus les shitcoins, les trucs, bon c'est le jeu. Moi à un moment je travaille en Chine, donc je suis en charge de toutes les vitrines pour les marques de luxe, etc. Et Covid arrive, je rentre en France, je deviens RH. Maintenant, RH, j'ai détesté. C'était le pire truc que j'ai fait dans ma vie, c'était d'être RH. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, fuck it. En plus, les confinements, les trucs, allez, je relance les bitcoins, je regarde, j'apprends comme un bâtard. Ça veut dire que le matin, je n'écoute plus de musique pour aller au boulot, j'écoute des podcasts. L'après-midi, j'écoute des podcasts. Dès que j'ai du temps, j'apprends, je découvre, quoi. Vraiment, je tombe dans le terrier, mais je tombe fort. Mais sauf qu'au début, et c'est assez drôle, parce que je ne tombe pas dans le terrier Bitcoin, pas du tout. Je suis Ether Maxi au début, moi. D'accord. Moi, je commence. Tu vas nous en parler. Je commence Ether va aller à 10K avec le merge, blablabla. Bon, au final, aujourd'hui, ça a bien changé, hein, mais je fais du tout au tout. Mais Pourquoi Ethereum par rapport à Bitcoin ? Parce qu'au début, je suis pas là pour la tech. Ouais. Je suis pas là pour la tech. Moi, je vois un Ether à 200, 300, $400. Je me dis bon. Le Bitcoin, il est déjà à 20 000 à ce moment-là. Donc, je me dis, l'Ether, quand il va arriver à 20 000, je suis millionnaire, c'est tout. Ouais. Et en plus, je comprenais pas trop le market cap à l'époque. Donc tu fais partie d'une immense majorité des gens qui sont dans les cryptos, qui sont au début là pour investir et pour potentiellement la perspective de gain super sympa, et qui restent ensuite, après avoir perdu de l'argent, au contraire, qui restent pour la beauté du bordel. Une fois que t'es tombé dans le terrier, comme tu dis, c'est fini, en fait. Et nous, c'est pareil avec des vagues sur les NFT, quoi. C'est ça. Une fois que t'as compris le truc, t'es dedans. Et d'ailleurs, j'ai eu ma période NFT à un moment, jusqu'à, je dirais, il y a un peu moins d'1 an.
Ouais, jusqu'à mai dernier même, Ouais. J'ai eu une période NFT où là, par contre, c'était on flippe, on achète, on revend, etc. Jamais Solana, parce que j'ai toujours considéré Solana comme étant voilà. Mais voilà. Non, toujours. Et du coup, aujourd'hui, t'es un peu plus Bitcoin, si je comprends bien. Je t'avais écouté sur un plateau un jour et. Ouais, je suis beaucoup plus Bitcoin parce qu'au final, donc là, j'ai vécu 4 crashs avec, on va considérer le FTX crash. J'ai vécu 4 crashs et je me suis rendu compte d'un truc, c'est quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Bitcoin en fait, il est toujours là et dans les crashs, il apparaît tellement fort, il apparaît tellement, tu sais, résilient, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a du FUD sur Bitcoin bien sûr, mais le FUD sur Bitcoin, quand tu creuses un peu, t'as quelques hard problèmes qui vont notamment être la rémunération des mineurs, etc. Mais t'as tellement moins qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'Ethereum, on a les MEV Boost, on a la SEC qui veut le considérer comme une security. Enfin, on a la déflation. Bref, voilà, il y a beaucoup de FUD qui pour moi souvent est dans le cas d'Ethereum qui est prouvé, quoi. Ce serait juste pour toi de comparer un peu le Bitcoin à de l'or digital, là où l'Ethereum serait plus le dollar que tu utilises vraiment pour acheter des trucs derrière. Alors, ça pourrait l'être, oui, mais un Ethereum Proof of Work. Ouais, pour moi aujourd'hui, je comprends la green cause, je suis 100% d'accord avec ça, mais à mon sens, il y a des raisons qui doivent pousser à rester sur le proof of work, proof of stake, proof of work, pardon, c'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, Ethereum, une majorité des validateurs est aux US en fait, et ça c'est pas possible. Et ça c'est juste pas possible. Ça veut dire que si demain, j'espère que ça va jamais arriver, mais le plan, on en est où aujourd'hui? On est 4 ou 5 sociétés régulées aux États-Unis, je dis bien régulées, qui possèdent un peu plus de 51 ou 53% des validateurs, parce qu'ils sont très chers les validateurs. Donc les gens n'achètent pas 32 Ethers pour avoir un validateur. Ils envoient 1, 2, 5 Ethers qu'ils ont, ils envoient sur Kraken, Coinbase, Binance, etc. Ok, et c'est ces marketplaces-là en fait qui sont les et sont à la fin malheureusement. La plupart oui, c'est ça. C'est-à-dire tu cumules, c'est qui tu peux trouver des études là-dessus, des chiffres qui sont publiés sur justement ces 4 exchanges-là. Donc j'imagine qu'il doit y avoir Coinbase dedans. Alors, et je sais pas qui d'autre. Il y a Lido. Donc, qui est régulé, mais ça reste un peu une entité décentralisée, mais dans tous les cas c'est régulé. On a Coinbase, on a Kraken et on a Binance. Ok, d'accord. Donc effectivement. Non, juste ça veut dire que, par rapport au point que tu disais juste avant là, la SEC, etc. C'est-à-dire que si eux ils décident de shut down Ethereum, les 4-5 validateurs, c'est plus compliqué que ça, parce que Coinbase et Kraken ont par exemple annoncé que si jamais les États-Unis demandaient le contrôle d'Ethereum, ils ne leur donneraient pas. Alors, en fait, le pire truc qui peut se passer, c'est quoi? C'est, Dieu préserve, mais il y a un attentat aux États-Unis. Le mec, d'une manière ou une autre, a utilisé la blockchain Ethereum pour se fournir. Il a fait un prêt à AV ou, bref, je sais pas quoi. C'est prouvé. Le régulateur américain va dire non, c'est pas possible, il me faut le contrôle de ça. Donc il va aller attraper Binance, Coinbase, Kraken, Lido, il va leur dire soit vous me donnez le contrôle de la chain pour tout voir, soit en fait vous fermez, vous êtes régulé, c'est soit ça, soit c'est la prison. En gros, ce que nous dit, c'est que ça a très très peu de chances d'arriver, mais il y a une possibilité pour un Black Swan event sur Ethereum que tu n'as pas sur Bitcoin, qui est vraiment encore plus résilient que ça. Alors le Bitcoin, la différence est très simple. C'est que tout simplement sur Bitcoin, il y a des pools, ça veut dire qu'il y a des très grandes pools où les gens, au lieu de, sur nos machines, on va mettre qu'on mine dans telle pool, ça veut dire qu'à chaque fois que qu'une machine dans la pool va trouver un bloc, les récompenses vont être divisées pour toutes les machines présentes dans la pool. Donc on a des pools très très puissantes. Mais le souci, c'est que si un jour j'ai besoin de changer de pool, ça me prend 3 minutes à la main. La machine, je l'ai dans la main, la machine, elle est avec moi. Donc j'ai juste soit à changer une ligne de code, soit à débrancher, et là, hop, tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu délègues tes Ethers à un Coinbase, Kraken, Lido, c'est eux qui ont tes Ethers, et eux, en échange, te donnent d'autres Ethers, des ST Ethers ou des BETH, etc. Okay. Donc,
Bon, intéressant. Donc toujours important de diversifier pour les gens qui nous écoutent et surtout, comme tu l'as fait, comme on l'a fait avec Devax sur l'NFT, ben de tomber dans le terrier comme tu l'as dit et d'apprendre, de lire un max de trucs. On continue juste sur ce que tu fais aujourd'hui du coup. T'as le Crypto Daily qui est un podcast quotidien. Je sais pas comment tu fais, bravo, sur tout ce qui est crypto. D'ailleurs super quali, on vous invite vraiment à jeter une oreille parce que c'est très cool. Mais j'imagine que tu fais d'autres choses à côté. Dis-nous tout. Alors oui, effectivement, donc le Crypto Daily tous les jours. Et à côté de ça, je suis en charge en fait de tous les speakers et le contenu, speakers et contenu pour la PBWS. Donc c'est un événement, un des plus gros événements européens blockchain à Paris chaque année. Donc cette année c'est au Louvre, le 21, 22, 23 mars. Et on attend donc 10 000 personnes et plus de 500 speakers. Waouh. Voilà. C'était cool. Moi, j'y étais l'année dernière. Ah, nice. Ouais. J'étais surtout à l'événement NFT. NFT, ok. Où il y avait Will.i.am, je me souviens. Exact. Il y avait Will.i.am, c'est vrai. Ouais, franchement, c'était hyper cool. Bah, voilà. Effectivement, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc comment dire là, à côté de ça, j'ai plus une minute pour moi. Ok, à part 5 minutes pour Mint & Ring vite fait. Ah, on est samedi, ça va. On est samedi, ça me fait plaisir. Je te propose qu'on parle vite fait de FTX parce que c'est le sujet du moment, même si je pense que bon, on a une petite overdose là-dessus. On va pas trop récapituler les faits, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est un peu ton point de vue sur pas mal de sujets. La première question que j'avais à titre perso, c'est en fait pourquoi aux États-Unis on laisse faire ce genre de choses alors que sur une banque jamais on l'autoriserait, c'est-à-dire une banque qui prend ton argent et qui derrière joue au casino avec et le jour où c'est pas bon. Alors pour moi c'est pas ça. Déjà les banques, c'est un peu en fait. Là, c'est FTX qui a un peu suivi les banques. Il y a eu un détournement de fonds, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, dans les banques, on a ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Donc, t'es chez quelle banque, par exemple, Paul ? HSBC. HSBC, bon. Qui va changer de nom bientôt en France, du coup. Je sais pas dans quelle banque je suis. HSBC, d'ailleurs, petit point étant connu comme la banque ayant détourné le plus de fonds ever. Blanchi, pardon. Tu vois, c'est incroyable. On parle beaucoup des cryptos avec des trucs un peu shady, alors que chez les banques, il y a beaucoup de choses comme ça. Les banques, bien pire, je sais pas, mais il y a beaucoup plus d'argent, en tout cas, dans les banques que dans la crypto aujourd'hui. Ouais. Alors, donc il y a donc chez les banques, on a ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Ça veut dire quoi ? Que la loi, du moins en France, t'oblige, pour chaque euro que toi tu vas mettre à la HSBC, Paul, elle va obliger la HSBC à garder au moins 10 centimes par euro dans ses comptes. 10 centimes par euro? 10 centimes par euro, c'est 10%, c'est la réserve. Le rapport, il est de 1 sur 10? Oui, c'est 10%. Incroyable. Ça veut dire qu'en gros, quand tu prêtes 1 euro, la banque va utiliser 90 de tes centimes pour en faire des placements, des trucs, etc., sur laquelle elle va te rendre 2%, alors qu'elle va en faire 8 ou 9, etc. Et à côté de ça, par contre, elle se doit de toujours avoir 10% de donc t'as 11% des clients HSBC qui retirent leur pognon du jour au lendemain, ils peuvent pas payer. Alors, c'est pas mort. Mais t'as l'État qui garantit derrière. Alors, t'as l'État qui garantit en France, c'est jusqu'à 100 000 euros par contre. Ouais. C'est jusqu'à 100 000 euros par contre. Ce que t'as pas du coup sur des exchanges comme FTX. Non. Alors, FTX, pour l'histoire, ce qui est incroyable en fait, c'est que donc ils ont essayé de fonctionner comme une banque, c'est-à-dire utiliser de l'argent. Sur le principe, c'est ça, c'est qu'ils ont gardé un montant en fractionnaire et ils ont utilisé le reste pour faire autre chose. Après, c'était pas légal parce qu'ils ont fait autre chose, mais ensuite il y a eu ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est très facile, c'est quoi ? C'est tout le monde qui va au distributeur, donnez-moi mon argent. Ouais, on va parler de ces aides après. Ouais. FTX se retrouve avec 10%. Bon bah, tu vois, tout simplement ça s'effondre, t'es obligé de bloquer les retraits et après il y a toute la crasse qui sort, toute la merde. Le vrai souci que moi j'ai avec FTX, c'est que personne ne l'a vu venir, alors que en fait on-chain, maintenant quand on regarde on-chain, c'était sous les yeux depuis pas le début, mais tu voyais qu'Alameda faisait de l'inside trading sur FTX, tu voyais des mouvements ultra chelous qui partaient des wallets. Enfin voilà, moi le vrai truc que je me dis, c'est nous la communauté crypto, on se fait scammer tellement facilement en fait. Ok, et même vous qui connaissez bien, et je pense que t'es plutôt bien connecté à Paris avec les gens qui connaissent très bien ce écosystème depuis des années et des années. En fait, personne n'a jamais vu rien venir. Toi, t'as jamais entendu des gens dire ouais quand même FTX faut faire gaffe, etc. ou incroyable, mais c'est dingue. C'est dingue. Mais personne FTX. Attends, on parle sur le papier. Tu retournes il y a 2 semaines. Tu retournes il y a 2 semaines avant.
tu parles d'un truc incroyable qui grossit comme rien ni personne, des volumes de fou, 8% par crypto, mais au final, on aurait dû le voir, 8% par crypto, putain. Mais 8%. est-ce que tu vois, moi, le cheval blanc aussi, tu sais, oui, c'est ça, il a sauvé. Mais alors, on sait pourquoi il a racheté maintenant, ce con. En plus, il a racheté parce qu'il avait besoin des fonds clients pour faire tenir le truc. Et pareil, personne ne l'a vu venir. Et le plus drôle. C'est dingue. Et le plus drôle, c'est Temasek, là, le fonds singapourien. Les pauvres. Le fonds singapourien qui a investi 300 millions dans FTX en octobre 2021. Guess what? Triaro, là? Non. Temasek. C'est un fonds singapourien. Ok. Et dis-toi que les pauvres, ils ont investi 300 millions, là, il y a quelques temps, après 8 mois de due diligence. Ils ont fait 8 mois de recherche, ils ont tout vérifié, tout retourné, ils ont investi, ils ont tout perdu. C'est une catastrophe niveau réputation pour l'écosystème, je pense. Par rapport à ça, parce que cette boîte, elle était auditée, elle était aux US, elle était régulée. Comment ça se fait que c'est passé? Alors non, attends, elle était pas aux Bahamas. Oui, voilà, tu confonds deux boîtes. Il y a FTX US qui est régulé aux US. Si t'étais américain, tu n'avais pas le droit d'avoir un compte sur FTX. T'étais obligé d'aller sur FTX.us. International. Et FTX, c'était aux Bahamas. FTDM d'ailleurs, ça s'appelle la société. FTX International, ok. FTDM. Alors c'était FTX Digital Market, FTDM. Ok. Voilà. Bref, et du coup ça c'était pas régulé. Alors là, si, c'était régulé, mais en fait c'était régulé, mais pas PSAN, pas officiel en fait. Ce qu'ils ont fait un truc intelligent, c'est que pour avoir les autorisations de trading, etc., notamment en Europe, il a racheté SBF une plateforme de trading chypriote. C'est-à-dire qu'il a juste eu besoin en fait de prendre les papiers de la plateforme de trading pour installer FTX. Donc ça s'est passé. Mais bien sûr que c'était régulé, mais en fait ce qui n'était pas régulé et là où tout le monde a eu tort, c'est que le souci c'est que sur les comptes, il y avait l'argent. L'argent était bon parce que ce qu'ils faisaient, ils imprimaient du FTT. C'est-à-dire que la supply maximum du FTT, je crois que c'est 300 millions, mais sauf qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve avec une supply de 700 millions ou 1 milliard. Donc quand il y avait besoin de 50 millions en plus sur les comptes, hop, on demande à FTX d'imprimer des jetons, on imprime les jetons, tu ne la vois pas dans la market cap parce que c'est des jetons qui sont vestés, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent officiellement sur la blockchain que après X années bloqués, et tu te retrouves donc sur un cycle où le mec, quand il avait besoin de 500 millions, il imprimait du jeton. Faut pas oublier, le FTT, à un moment, on est à $250. Hein. C'est ouf. Je me suis toujours méfié de deux choses, moi, c'est les taux de rendement à 8% garantie, etc. Moi, je me suis toujours dit, ça existe pas dans les banques, donc ça me paraît chelou. Et le deuxième truc, c'est les jetons qui sont créés par chacune des exchanges, en fait. On se retrouve avec un tas de jetons. Le BNB, sur Coinbase, je sais pas s'il y en a, je pense peut-être. Coinbase a pas lancé de jetons encore. Alors non, pas encore, mais par contre sur le BNB, c'est un peu différent parce qu'ils ont été très très forts Binance, ça y a rien à dire. C'est que de base, ils lancent juste un jeton. Il y a pas de souci, dans juste un jeton qui te fait réduire des frais. Mais après, ils disent, OK, c'est pas assez d'avoir juste un jeton. C'est qu'ils ont créé tout un écosystème autour de ce jeton, le BNB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jeton le BNB est un jeton de Layer 1. Ça veut dire que pour la blockchain marche, tu dois dépenser du BNB. Donc, rien que ça, déjà, pour moi, c'est assez pour valider l'existence du BNB. Alors que le FTT, le FTT, au final, il fallait en avoir pour réduction des frais, on s'en bat les couilles. Ouais, après c'est facile de dire ça maintenant. Mais oui, c'est facile. Après coup, et voilà. Mais avant, effectivement, c'est assez dingue. Pour rester sur Binance, le tweet de CZ, voilà, ça a déclenché tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il savait en amont, ou il avait des doutes, ou il avait des infos que nous on n'avait pas? Alors, c'est un insider, tu vois. C'est sûr qu'il a des infos. Ça, c'est quoi qu'il arrive, il a des infos qu'on n'aura pas et qu'on n'aura peut-être jamais. Par contre, je ne considère pas Sisi comme étant le grand méchant parce qu'il a fait ses crachés, pas du tout. Faut savoir une chose, et moi, en tant que Bitcoin maxi, ça me fait beaucoup de mal de dire ça, mais Sisi a un peu sauvé l'écosystème parce que je peux vous dire que ça, si on l'apprend dans quelques années avec un market cap multiplié par 4, 5 ou 6, c'est pas le même impact, hein. Donc, pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Moi, je pense qu'il a fait ça, surtout pas comparé aux autres. Je suis
je ne pense pas du tout à aucun moment qu'il ait fait ça pour être le numéro 1, pour taper dans les concurrents. Mais non, parce que ça va le faire chier. Maintenant, ils sont trop forts, Binance. Donc là, vraiment, lui, je pense que Sisi, c'est le mec qui, au final, qui après SBF a le plus perdu de cette histoire, malgré ce qu'on peut penser. Pourquoi ? Parce que là, il va se taper tout le monde. Ils vont lui dire non, t'es trop fort, t'es trop gros, t'es chinois, tes trucs. Là, il va avoir tous les yeux tourner sur lui. Il avait pas besoin avant, il était numéro 1. Et attends, on parle pas de numéro 1 à 10 milliards de volume par jour. Est-ce que tu disais des vagues la semaine dernière, ouais. Il y a un gap. Mais il y a un gap. Binance, c'est 125 milliards par jour. FTX, à son prime, on était à 25 milliards. Donc, donc on est très très loin. Donc, et d'ailleurs la preuve, hein, comme tu disais, des vagues, effectivement, je me rappelle, il a investi dans FTX, hein, donc. C'est pas pour rien, parce qu'il a besoin. Donc c'est plutôt pour sauver l'écosystème en se disant, ok, vaut mieux que le château de cartes tombe tout de suite plutôt que plus tard, quoi. Moi, je pense que. A priori, après c'est notre guess, hein. On n'a pas les infos, hein. Je pense qu'une partie oui, mais en fait, je pense surtout que de base, il pensait pas que ça allait être aussi fort, aussi vite. Parce qu'il voulait même racheter, il se rétracte le lendemain. Enfin, on voit que il y avait pas. Là, le problème, c'est que c'est trop fort, trop vite. On se retrouve tout de suite en 3 jours, le bordel. Le tweet, il a lieu le dimanche soir. Le mardi soir, j'annonce que Binance va peut-être acheter FTX. Enfin, c'est incroyable. Et le lendemain, ton pote, il est obligé de rechanger la narrative. Mais le podcast, la semaine dernière, c'était une horreur, en fait. Ça veut dire que, il y a des fois, j'enregistre. T'es jamais à jour. Mais c'est ça, à un moment, je crois que c'est l'épisode de jeudi, quand il déclare la faillite. Donc, j'enregistre. Déjà, il est 15h, donc un truc aucun rapport. D'ailleurs, j'enregistre à 11h. Il est 15h. Et après, à 17h, je dois faire une réédition pour le renvoyer parce que sinon, aucun rapport avec la news. C'est ouf. C'est dingue. Donc juste du coup, ouais, je te partage cette pub qui est publiée dans le Wall Street Journal par Coinbase. Je crois que c'est avant-hier, donc le 17 novembre. Et en fait, ils expliquent que, trust us parce que derrière, ils possèdent 1 pour 1 chaque asset de leurs customers, qui font pas d'arbitrage avec l'argent de leurs clients, etc. Sans parler de Coinbase spécifiquement, parce que le but c'est pas de faire la pub. Il y a plein d'autres exchanges qui existent, notamment Binance, on en a parlé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça avec FTX? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout mettre sur du self-custody, donc des cold wallets type Ledger, Trésor, ou est-ce qu'il y a certaines exchanges sur lesquelles on peut faire un minimum confiance et garder tout ou partie de nos assets, comme par exemple Coinbase ou d'autres? Alors, moi, historiquement, j'ai toujours été pour la self-custody des assets. Ça veut dire que j'ai toujours dit et partagé que c'était mieux d'être en contrôle 100% de vos coins, parce que c'est un peu le but de la pensée crypto. Tu vois, le but de la pensée crypto, c'est de ne pas avoir besoin d'un intermédiaire pour accéder à des produits financiers, à faire des échanges de valeurs, etc. Donc maintenant, je comprends totalement les débutants pour qui c'est trop difficile. Ledger et tout, c'est une galère. Il y a rien à dire. Pour moi aujourd'hui, la bonne solution, c'est de commencer. Si jamais on commence, c'est de commencer sur un exchange, mais de garder en tête qu'à tout moment, ça peut partir en couille et ça peut aller très vite. FTX, il a fallu 2 jours. Et FTX n'est pas parti en couille parce que c'était une arnaque, hein, pas du tout. Hein, c'est tombé en couille parce qu'il y a eu un FUD. De base, c'est ça, hein, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était de la merde, c'était une poussière, une tour vide, quoi. Mais voilà, de base c'est juste du FUD. Ok. Peut-être tu peux te partager tes assets entre plusieurs exchanges. Tu peux t'en mettre un peu sur Kraken, un peu sur Binance, un peu sur Coinbase, un peu sur d'autres, et puis comme ça tu limites ton risque et puis éventuellement. Moi, ce que je fais, je partage mes assets à travers différentes ledgers. Voilà. Ouais. Ok. T'as du multisig aussi ou tu fais juste tout seul? J'ai du multisig, j'ai du Volt, j'ai du Ledger simple et j'ai un MetaMask. En vérité, là tout de suite je peux pas vous les montrer, mais j'ai à utilisation assez fréquente, j'ai 5 Ledger. Ok. Voilà. Wow. D'accord. Et autre question du coup, tant qu'on est, sauf si tu voulais dire un truc là. Autre question, parce qu'on la pose assez peu, assez triste, mais c'est vrai que c'est important d'y penser. On est jeune et on n'y pense pas beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as préparé si jamais il t'arrive un truc ou quoi? Ta famille, tes amis? Est-ce que t'as d'autres ledgers planqués à droite à gauche? Alors, comment ça se passe? C'est pas les ledgers que j'ai planqués, c'est les seed phrases. C'est-à-dire que ma femme et ma mère aujourd'hui savent ce qu'il faut faire si jamais je disparais pour récupérer. C'est tout con, hein. J'ai fait une technique très simple. J'ai pris une seed phrase, je l'ai divisée en 3, donc 1, 2, 3.
Dans un coffre, j'ai mis la partie 1 et 2. Dans un autre coffre, j'ai mis la partie 1 et 3. Et dans un troisième coffre, j'ai mis la partie 2 et 3. Comme ça, même si jamais il y a un coffre qui crame, bah, je peux quand même récupérer les... Si t'en as deux, n'importe lequel des deux, ça marche. Et statistiquement, qu'il y en ait deux qui crament en même temps, c'est pas possible. Ouais, c'est un énorme insight là, ce que tu viens de donner. En vrai, on n'y pense jamais. Tu as raison, voilà. On n'y pense jamais. Personne on voit jamais passer d'articles sur ça. Et d'ailleurs, même si jamais on m'ouvre un coffre, t'as pas toute l'acide. Et ouais. Donc, voilà. Donc, non, ma mère et ma femme savent quoi faire. Ok. La conséquence de tout ce qui s'est passé sur le marché des cryptos, est-ce que ça va changer l'image ou modifier l'image ou renforcer ceux qui faisaient les cryptos au global Quelles sont les conséquences pour l'écosystème? Toi, je pense que t'es encore une fois, t'es pas mal connecté à tout l'écosystème crypto à Paris. Qu'est-ce que les spécialistes en pensent? Qu'est-ce qui se dit dans le marché? Alors, c'est du pain béni pour les régulateurs et les détracteurs des cryptos. C'est normal. On a merdé, qu'on se le dise. On a merdé. Je pense que tout. Je me considère pas dedans, mais tous les influenceurs qui ont, à un moment ou un autre, fait de la promo pour FTX, et c'est normal, personne ne pouvait s'y attendre. Moi, FTX m'aurait dit je te paye pour faire de la promo, j'aurais fait de la promo. Bon, peut-être pas. Mais, voilà, tu vois ce que je veux dire. On est tous responsables, en partie, c'est pas de leur faute à eux, mais on est tous responsables. Personne ne pouvait le voir venir. Ce qui va se passer, on va se retrouver. Moi, je pense que finalement, on a pris quelques mois de retour en arrière, peut-être 1 an ou 2. Moi, sur le principe, ça ne me dérange pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'accumuler, en fait. Tout le monde dit, blabla, on va pas avoir de bear market pendant 2 ans. Les gars, soyez contents, parce qu'au prochain bull, on aura eu le temps d'accumuler, on aura eu le temps de faire nos achats, et tout. Donc, moi, ça... Bullish. Toujours à long terme, je reste toujours bullish, donc rien à foutre. Ça me fait chier. Ouais, j'ai vu ce qu'a retweeté. Dis-moi. C'est toi qui as commenté. J'ai vu ce qu'a retweeté Julien Bouteloup justement sur la réaction d'une députée européenne qui disait justement que tout ça c'était. La Luc. Ça prouvait que les cryptos étaient pas du tout safe et que ça allait. Enfin, du coup, on confond FTX et la blockchain. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est même pire que ça. Les gens ils se disent Bitcoin c'est un scam maintenant. Ouais. Donc c'est pas grave. Mais c'est encore c'est toujours le cycle est toujours le même. Là on peut-être ça se trouve on sait pas, mais on est au plus bas du bottom au moment où tout le monde s'en fout, et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on remonte. Ou l'inverse, on est peut-être encore au top du bull et on va se taper à moins 90% bientôt. On fait rien. Ouais, je vais refaire que je voulais te demander, parce que on sait pas ce qui va se passer pour SBF ou FTX, tu vois, parce que je vois il y a quand même pas mal d'articles là aujourd'hui, il y a même des articles un peu mainstream qui en fait qui décrivent justement SBF ou même FTX différemment que l'écosystème crypto. Du moins en tout cas, ils rentrent pas dans le détail de ce qu'il a fait, et tu vois, c'est très bizarre, tu vois, alors oui, c'est un peu qui lisent le New York Times, ça va être la nouvelle histoire de ce week-end. C'est vrai que dans le New York Times, dans Forbes, Caroline, donc CEO d'Alameda, et SBF sont dépeints comme étant deux jeunes amoureux. Enfin, ils sont un peu transformés, ils ont un peu transformé l'histoire. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. La vérité, moi... SBF, il est grave connecté avec les politiques, je crois. SBF est le deuxième donateur de la campagne de Biden. Il a donné plus de 45... C'est hallucinant. Tout confondu. De tous les donateurs de la campagne Biden, Sam Bankman-Fried est le deuxième qui a donné le plus. Le premier, c'est Soros, 128 millions, et lui, c'est à 45 millions. Donc, il est connecté, mais ça explique pas tout, parce que, pour info, la Maison Blanche s'est positionnée sur le sujet. Ils ont fait un communiqué de presse cette semaine en expliquant que ils attendaient de voir les résultats des procès. En plus de ça, il y a une autre histoire qui devrait faire tout capoter si jamais c'est vrai et c'est prouvé. C'est qu'en fait, donc Gary Gensler, le président, le chef de la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, le régulateur, et en fait a été mis en place par le père de Caroline Ellison. La meuf, l'ex-meuf de... Voilà, tu vas vous en parler.
Moi, mon texte sur les grands médias, c'est qu'ils sont prudents. Ouais, En l'absence de preuves absolues et irréfutables de ce qui s'est passé, ils restent prudents parce que on sait jamais, présomption d'innocence, etc., etc. Et je pense qu'en tant que journaliste de renom, ils peuvent pas, tu vois, colporter des choses qui pourraient être fausses, quoi. Ouais, je partage ton avis, et aussi, je rajouterais que je pense qu'aux États-Unis, si jamais aujourd'hui ils font un article comme quoi il est coupable et dans 2 ans, fin de procès, il est pas coupable pour X ou Y raison, je pense qu'il peut l'attaquer en justice pour beaucoup de millions. Et a priori, il risque d'en avoir besoin maintenant, SBF. Il en est où d'ailleurs ce bon jeu SBF là? Il est toujours aux Bahamas, j'arrive plus à suivre, je sais pas où il est. Il est en prison, il est pas en prison, il est détenu, il est en Argentine. Il tweet, le mec. Alors, le mec, a priori, il est encore aux Bahamas. Il y a une photo de lui au centre commercial, en train d'acheter des oignons, qui est sorti. Pour info, il avait encore on n'a pas la date exacte, mais bon, on pense que c'est sur le moment, mais il avait encore le t-shirt FTX sur lui, sac à dos, enfin, SBF, quoi, donc... Mais pareil, c'est un a priori, quoi, on n'a pas de certitude là-dessus sur où on sait qu'il est aux Bahamas, ça on le sait qu'il y est, parce que les Bahamas lui interdisent de partir, mais il est il kiffe encore, quoi, il est pas derrière les barres. Ouais, et donc je crois que les États-Unis demandent à ce qu'il soit extradé vers... Bien sûr, ça se fera pas, on verra, mais... Et l'avenir de FTX, parce qu'il y a un nouveau CEO là. Non, alors le nouveau CEO qui est arrivé, il est là pour liquider le truc déjà, je pense, pour s'assurer que les gens puissent récupérer. Là, FTX, ça ne ressortira, à mon avis, et après je peux me tromper, mais ça ne renaîtra jamais de ses cendres. Pour info, il a quand même annoncé hier, le CEO, le CEO, pour info, John Ray III, c'est un mec ultra connu aux US, il a fait des dizaines de manipulations, de fraudes, etc. Mais le mec est assez connu en fait là-bas, c'est un peu une star. Et il a dit que jamais dans sa carrière, il n'a vu une société dans un état comme celui-là. Et c'est lunaire en fait, c'est lunaire. Ok, et écoute, je te propose qu'on s'arrête là, sauf si on a d'autres commentaires. C'était en tout cas une discussion super intéressante et hyper dynamique, donc c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars, ça fait très plaisir d'avoir été donc votre premier invité. Yes, grave. Tu as inauguré le côté interview de LinkedIn Drink. On va relier aussi, ton podcast, etc. Cool. Franchement, c'est vraiment cool ce que tu fais. Et avoir aussi votre feedback, auditeurs, ou les personnes qui vont regarder la vidéo, parce que ça va être, justement, c'est notre première interview, donc on va avoir aussi le feedback de, comment on peut améliorer le format. Merci beaucoup encore, Benjamin. Salut. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised. Almost in a frenzy. Bye bye, merci Paul, merci Devac. Bon samedi.